Merci à tous les trois. Donc là, le but de cet échange, c'est un peu d'essayer de voir comment aujourd'hui les retailers vont vers des plateformes un peu en libre service. Je caricature parce que c'est mon rôle de journaliste, mais c'est un peu d'aller vers des modèles à la Google, Facebook, faire en sorte que ce soit hyper facile pour les industriels finalement d'acheter du média, d'activer des insights en extension d'audience chez ces acteurs du marché. Une première question pour vous, Gwenola. Comme l'a rappelé Laurence, Criteo, c'est quand même l'acteur qui a, avec Amazon, contribué à l'évangélisation du retail média en France et même à l'international. En quoi est-ce que la plateformisation, c'est aujourd'hui un enjeu pour les retailers ? Je pense que Mathieu et Eric en ont pas mal parlé avant. La transformation finalement de l'univers du retail, la digitalisation de tout l'écosystème, notamment la montée en puissance de l'e-commerce, a amené à modifier les besoins des annonceurs en termes d'outils trade marketing, mais aussi en termes de relations entre des marques et des distributeurs, avec un besoin d'information croissant en termes de savoir pour une marque qui achète son produit, à quelle fréquence, à quel prix, comment. Quelle est l'incidence de mon activation média sur mes ventes en magasin, mon sell-in, mon sell-out, comme l'a évoqué Laurence. Et tous ces besoins-là ont amené à avoir un besoin d'outils, de plateformes, pour mieux comprendre cet écosystème-là, pour mieux le maîtriser et pour éviter d'avoir une relation one-to-one finalement entre des marques et différents interlocuteurs chez les distributeurs. Gagner du temps également, j'imagine aussi. Gagner du temps et de la connaissance. Alors Criteo, c'est un positionnement un peu atypique dans le sens où vous proposez votre technologie en marque blanche aux retailers, mais vous êtes également aussi un apporteur de business sur ces budgets on top qu'on évoquait plus tôt via votre retail media plateforme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous arrivez à concilier ces deux activités, comment est-ce que vous travaillez avec les retailers là-dessus ? Alors avant tout, notre besoin, notre unicité, c'est d'avoir développé une technologie qui permet de répondre à des besoins de distributeurs, de monétiser sa data, monétiser ses inventaires, tout en ayant une maîtrise de tout l'écosystème retail. On l'a évoqué, il y a beaucoup de complexité au sein du retail. Il faut savoir maîtriser des stocks, il faut savoir maîtriser des prix. Si on prend l'exemple de Carrefour, on a aujourd'hui chez Carrefour plus de 5000 magasins. On a autant de sites et d'applications que de points de livraison. Donc ça veut dire 1700 points de livraison, donc 1700 sites web à manager. Et donc ce qu'on a développé chez Criteo, c'est une technologie qui permet d'y répondre. Ça, c'est le besoin premier. Ensuite, on a différents modèles économiques avec les distributeurs. On a la capacité de proposer notre plateforme en marque blanche, où le distributeur va opérer par lui-même sa monétisation, la vente de ses inventaires, la mesure, les reporting qu'il va pouvoir fournir à ses annonceurs, où on a un modèle économique qui est celui qui est pris par Carrefour, qui est full service, où on va mettre à disposition nos experts retail, médias, FMCG, des équipes de Carrefour pour mieux monétiser ses inventaires, pour mettre en place des stratégies digitales performantes pour les annonceurs, et puis accompagner aussi dans une lecture des reporting, où on va pouvoir justement amener toute cette expertise de l'écosystème retail média qui est multi-pays, qui est multi-retailer. Vous avez évoqué le cas Carrefour, Nicolas, donc Gwenola a rappelé, du coup, cette monétisation on-site, elle est gérée par Criteo. En revanche, vous avez une activité où vous êtes lancé en solo avec LiveRamp, c'est sur une plateforme d'activation d'insight. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix à la fois de passer par Criteo pour cet aspect monétisation on-site et de lancer cette plateforme sur la partie insight activée en extension d'audience ? Déjà sur la partie on-site, en fait, on a développer, renforcer un partenariat déjà existant avec Criteo. On travaillait déjà avec eux depuis plusieurs années et la volonté était d'aller plus loin, notamment sur la partie technologique. On a été les premiers à intégrer la Retail Media Platform et ensuite de bénéficier d'un effet de collaboration, on va dire, beaucoup plus poussé entre les équipes Carrefour Links et les équipes Criteo au service des marques pour apporter toujours plus d'intelligence, de performance et d'efficacité dans les recommandations stratégiques, dans la mise en place des campagnes, dans les suivis, les opérations qui font partie des éléments, on va dire, un peu lourds parfois pour les marques et pour les agences, et mettre au maximum de fluidité chez nous pour accompagner les marques sur ces sujets-là. C'est aussi de l'incrément côté business, j'imagine, ça vous permet peut-être d'adresser des agences, des audiences qui ne pensent pas naturellement à Carrefour, peut-être au moment d'activer des budgets médias ?
Ça peut forcément apporter de l'incrément. On a de toute façon aujourd'hui mécaniquement un effet de croissance sur ce levier-là, sur Carrefour.fr. Et il y a aussi un effet de croissance de par les formats, de par les capacités technologiques que la Retail Media Platform nous apporte. Donc on a un ensemble de petits leviers de croissance, entre guillemets, qui, bout à bout, nous apportent une croissance forte et significative sur Carrefour.fr. Mais ce partenariat, entre guillemets, est forcément à la base de beaucoup de choses. Et alors, sur cette plateforme d'Insight, est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui ce que vous proposez aux marques industrielles et pourquoi, en fait, vous avez pris le parti de lancer cet outil un peu en self-service, accessible voilà, à la demande à vos partenaires? Oui, bien sûr. Dans la complémentarité entre guillemets de ce qu'on a pu construire avec Criteo, aujourd'hui, il y a un besoin, il y a un enjeu pour les marques d'avoir accès à la donnée. Ils ont historiquement accès à certaines typologies de données, mais très physiques, très figées, historiquement certainement des tableaux Excel avec juste des détails de vente par magasin. Des délais, j'imagine aussi, c'était pas très frais. Voilà, et aussi une question de granularité et de fraîcheur qui n'était pas forcément très importante. Donc il y a un besoin aujourd'hui de toute façon de digitaliser l'ensemble des leviers, des solutions, des produits qui existent aujourd'hui. C'est fait sur du catalogue, on le digitalise. Sur la donnée et le partage de la donnée, il y avait un besoin de digitaliser de manière très importante. Donc dans le cadre du partenariat avec LiveRamp, en fait, on met à disposition des marques la donnée Carrefour sur leurs clients, sur leurs catégories, sur leurs produits, avec une granularité à l'EAN, avec une réconciliation people-based, et surtout avec une fraîcheur et une granularité au jour même. Ce qui aujourd'hui était impossible ou impensable il y a encore quelques temps, est possible via cette plateforme qui est présente en France, mais également dans l'ensemble des pays Carrefour, pour accompagner les marques, quelle que soit leur taille. Et alors, c'est quoi les use cases? On a évoqué plutôt la nécessité pour les marques aujourd'hui d'aller chercher des audiences auxquelles on ne pense pas naturellement, de créer des segments plus larges qui permettent derrière de générer de la conversion. Est-ce que justement, c'est de l'insight aussi pour les aider à affiner leur persona, identifier des gens acheteurs de la marque? J'imagine que là-dessus, vous avez énormément d'infos. Il y a en effet énormément d'infos. Et pour compléter, je pense qu'un point important, aujourd'hui, quand on parle de plateformisation, on a tendance à réduire à activation, automatisation. Et surtout, la même plateforme pour tout le monde, les mêmes besoins, les mêmes KPIs, la même chose pour tout le monde. Aujourd'hui, ce qu'on construit, nous, c'est des plateformes qui s'adaptent en fonction des besoins, des capacités technologiques, mais aussi humaines des industriels. On ne va pas construire la même plateforme, et on a la chance d'accompagner des marques que Frédéric accompagne aussi de son côté. Ils n'ont pas les mêmes plateformes, ils n'ont pas les mêmes features techniques au sein de la plateforme, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes enjeux, les mêmes capacités. Donc on a adapté ça. Et sur la partie Insight, en effet, aujourd'hui, la plateforme qu'on propose, elle est end-to-end. C'est-à-dire qu'ils vont avoir la capacité de lire concrètement et de manière très granulaire l'évolution des comportements de leurs consommateurs, l'état de leur vente, et de lire et d'analyser tous ces comportements et surtout de les transformer de manière pratiquement immédiate et simple en stratégie d'activation, en segmentation d'audience, et de pouvoir les utiliser dans leur propre DSP, dans leur propre Facebook Business Manager par exemple, et surtout de réaliser la mesure d'efficacité de l'ensemble de ces stratégies au sein de la même plateforme exactement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour nous, l'enjeu était de rendre cette donnée accessible. Je dirais une bêtise si je disais facile à utiliser parce qu'on est sur des sujets complexes, mais en tout cas, on met en place des outils, des solutions, des accompagnements. On travaille beaucoup avec les agences pour aider les marques dans cette logique-là et la rendre la plus assimilable possible dans leur sujet retail média d'ensemble. Frédéric, on a un peu échangé en amont de cette table ronde et c'était un point que vous releviez quand même, c'est que c'est vrai qu'on est sur de la donnée qui n'est pas accessible à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu aujourd'hui comment vous utilisez la plateforme de Carrefour Links, ce qu'elle apporte Alors il y a, on va dire, deux modèles de collaboration avec Carrefour Links. Soit on travaille avec la régie, on va en fonction du use case client, soit marketing, soit business, on va leur demander de construire des segments. Et donc là c'est une suite d'échanges. Soit notre client industriel a accès à la plateforme, selon les modalités qui sont convenues avec Carrefour, et nous, on va opérer la plateforme. Donc, comme le disait Nicolas, on a besoin de construire le besoin. Donc, il faut aller piocher les données dans la plateforme, construire les audiences, s'assurer que ces audiences, elles ont une réalité sur les plateformes d'activation, construire après les audiences
témoin pour vérifier que la performance espérée, elle est bien au rendez-vous. Et créer identifier des uplifts. Exactement. Ce qui est important quand même sur la plateforme Carrefour à noter, c'est que c'est du retail média omnichannel. C'est vraiment, on ne va pas juste s'attarder à la performance sur Carrefour.fr, mais sur l'ensemble des magasins Carrefour. Donc c'est vraiment une donnée qui est là pour permettre de construire des audiences sur mes acheteurs, mes non-acheteurs, ceux que j'ai perdus, ceux que j'espère gagner, et voir l'uplift sur Carrefour.fr et l'ensemble des Carrefour en France. Donc ça demande un peu de travail. À la fois, il faut des data scientists et des data engineers pour aller construire les audiences, s'assurer qu'elles ont une taille significative pour être opérées, et après construire toute la modalité de système de mesure de la performance. Donc c'est clairement pas à la portée du premier industriel venu aujourd'hui. Alors, non, mais ça va se démocratiser. C'est les premières étapes. Enfin, rien n'est simple dans ce métier, mais évidemment Carrefour a un objectif, c'est de travailler avec les principaux industriels au démarrage, pour après petit à petit scaler sa plateforme. C'est un peu ce qui arrive avec Criteo. On travaille d'abord avec le top 300 ou le top 500, et petit à petit la plateforme elle s'adapte. Donc Carrefour, c'est vraiment là, pour moi le même parcours. Vous travaillez avec leur top 200, puis après leur top 500, pour pouvoir proposer de plus en plus de solutions aux industriels. Il y a un point qui est vertueux, me disiez-vous, c'est que la data est dissociée du média. C'est vrai que moi, je viens plutôt du monde du programmatique et on a tendance à associer les deux pour créer des bundles où finalement on ne sait pas quel est le coût de la data, quel est le coût du média. Là, en l'occurrence, on a de la transparence là-dessus. Alors, Carrefour a fait un choix fort, c'est je valorise ma donnée et je vends ma donnée. Mais à l'industriel de choisir comment il souhaite opérer la donnée, soit avec Carrefour, soit en self, donc en prenant les segments et en les mettant à disposition dans les plateformes de precision marketing type Google, Facebook, etc. Donc là, ils savent, les industriels, qu'ils vont payer que la donnée à un coût donné et pouvoir mesurer la performance de la donnée. Une question pour vous, Nicolas. Du coup, on a évoqué effectivement le fait que voilà, vous y allez étape par étape. Est-ce qu'on peut imaginer, si on se reparle l'année prochaine pour ce même event, que les segments soient prêts à l'usage dans la plateforme et que ce soit ouvert peut-être à une plus longue traîne d'industriels? C'est dans la roadmap ou c'est encore un peu trop tôt pour en parler? J'espère que si on se revoit l'année prochaine, on aura beaucoup d'autres sujets à partager. Mais en fait, il y a déjà des choses qui sont disponibles, mais Frédéric a dit un truc important, et ça rejoint le point de Laurence tout à l'heure. Il y a un moment, il faut y aller sur ces sujets-là. On y est allé l'année dernière, on y est allé fort, on a essayé d'y aller du mieux possible. Bien sûr, tout n'était pas parfait, ou en tout cas, la vision qu'on avait au départ n'est peut-être pas celle des marques, et les marques nous ont aidés à construire, à peaufiner, à améliorer cette plateforme. Donc c'est là où l'aspect collaboration avec les marques et création sur mesure pour elles est super important pour nous. Donc on a aujourd'hui des choses disponibles parce qu'on a entendu les besoins, on a entendu les enjeux des marques, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a aujourd'hui la capacité de construire sur mesure la plateforme pour les marques. Je prends un exemple, il y a des marques aujourd'hui qui ont des ressources data scientists qui sont très importantes et qui souhaitent les utiliser au maximum de leur potentiel. Donc ils ont accès à un analytics environnement où ils ont toute la donnée brute granulaire, et leurs data scientists peuvent s'amuser entre guillemets autant qu'ils veulent au sein de cet environnement. D'autres n'ont pas ces ressources ou n'ont pas les mêmes besoins et enjeux à court terme sur les données. Donc on va leur mettre à disposition des programmes de builder d'audience très simples et très faciles pour aller construire des audiences en 30 secondes de manière assez simple. Alors on n'ira pas sur les segmentations les plus poussées, mais on peut le faire. On propose aussi, pour ceux qui l'ont, l'intégration de données first party. Ils peuvent uploader dans la plateforme leur programme CRM pour les marques qui en ont. Donc rien n'est figé. On construit pour les marques et avec les marques. Donc oui, on est toujours dans une co-création, et on aura sûrement plein d'autres choses encore à proposer l'année prochaine, clairement. Là, on a parlé du volet plateformisation via l'automatisation, l'interopérabilité. Il y a une autre dimension qui est peut-être celle d'après, qui est le self-service. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est 60% du business de Criteo qui se fait en self-service, si je ne dis pas de bêtises. Qu'est-ce que ça vous a apporté, justement, ce virage vers le self-service, et qu'est-ce que ça a apporté à vos clients, membres de la Retail Media Platform?
En fait, pour compléter peut-être le premier point qu'évoquaient aussi Nicolas et Frédéric, c'est la plateformisation, ça permet aussi beaucoup d'automatisation, tu l'as dit, et finalement c'est d'ajouter aussi une couche algorithmique, une couche d'intelligence artificielle à toutes nos solutions, qu'elles soient audience extension, qu'elles soient on-site, et finalement de répondre à des enjeux d'annonceurs de je veux optimiser mon revenu, je veux optimiser ma conversion, je veux optimiser les clics, et tout ça on y ajoute du machine learning pour le rendre. Du lookalike par exemple? Le lookalike sur du on-site est plus complexe parce qu'on est sur la logique d'extension. Probablement, oui, le lookalike en fait partie, exactement. Et si je réponds plus précisément à ta question, aujourd'hui, c'est dans le monde 75% des annonceurs qui opèrent en self-service. On a aujourd'hui plus de 1500 marques partenaires. On travaille avec les plus grandes agences médias et aussi les indépendantes. Et finalement, la logique du self-service qu'elle a apporté, c'est une capacité pour les annonceurs, pour les agences, d'être en direct sur les plateformes, en self-service, en temps réel, pardon, de pouvoir observer quels sont les niveaux de dépenses, quels sont les niveaux de performance associés à ces dépenses, quels sont les ciblages qui sont efficaces ou pas pour ma marque, et de pouvoir être réactif et d'adapter en temps réel finalement mes stratégies d'investissement média. Et ça a beaucoup nourri finalement l'intégralité de ce marché-là pour réussir à progresser, à mieux connaître aussi finalement le retail média dans son ensemble. Donc on a fait pas mal de test and learn, on a aussi appris et le self-service va permettre encore d'enrichir cette connaissance média. Ça vous a aussi permis de vous ouvrir, d'ouvrir votre inventaire à d'autres acteurs peut-être plus matures. On parle de méta-plateformes comme Kenshu, Marine Software et compagnie, d'aller sur des logiques qu'on voit aussi aujourd'hui en display programmatique, des deal ID, tout ça, et finalement ça crée de la liquidité côté demand, ça permet d'augmenter la valeur aussi des inventaires, j'imagine. Exactement. Donc aujourd'hui, en fait, le fait d'avoir rendu opérable en self-service toutes nos plateformes, ça a permis à l'émergence de nouveaux acteurs. Tu l'as évoqué, des software médias, donc des Sky, des Packview aujourd'hui, qui vont finalement pouvoir se connecter à nos plateformes via leurs interfaces médias et insight, de récupérer l'intégralité des informations médias, des informations aussi de vente, de données qu'on met à disposition, et pour eux, de pouvoir répondre aux enjeux des annonceurs de pareil, contrôle, expertise, médias et de simplicité, puisque finalement ils vont pouvoir opérer via ces plateformes à la fois sur les technologies de Criteo, à la fois sur les technologies d'Amazon ou des autres acteurs du marché. Alors ça c'est pour les États-Unis, j'ai cru comprendre qu'en France on était un peu à la traîne là-dessus tout de même. Alors on est un peu plus contrasté en France sur cette dynamique self-service, c'est vrai, ça s'explique beaucoup parce qu'on a un métier qui est surtout porté par le display. Par notamment l'acquisition de Storytel il y a quelques années. Et la gestion du display est bien plus complexe que la gestion des produits sponsorisés. Les workflows ne sont pas exactement les mêmes. Donc on est aujourd'hui en train de travailler sur une simplification de tous ces workflows pour réussir à rendre aussi simple et clé en main l'activation de display que ne l'a été les produits sponsorisés. C'est pas encore aujourd'hui live sur la plateforme, ça le sera sur la fin d'année. Donc on sent forcément qu'il va y avoir une accélération aussi de l'utilisation de la plateforme en self-service dans le futur. On en est où en termes de pourcentage du business fait en self-service chez Criteo, grosso modo? On a les équipes de Fred opèrent déjà depuis quelques années en self-service sur la partie produits sponsorisés. C'est pas encore mis totalement en programmatique comme on l'entend aujourd'hui sur le média. Je dirais qu'on est à 20% grand max en France. À l'opposé, si je donne un autre exemple, dans des pays que je manage, au UK, on est à 75% en self-service. Donc c'est vraiment aussi très différent à l'échelle européenne. C'est vrai qu'il y a un sujet aussi d'intégration. Criteo s'est quand même construit sur ce marché-là à force d'acquisition. Et derrière, il y a des gros enjeux qu'on ne voit pas, toute une tuyauterie aussi à mettre en place. Oui, tout à fait. On a acquis il n'y a pas très longtemps Mabaya. On a aux États-Unis une entreprise qui s'appelle Gradient. Il y a eu Storytel ou Logic. Donc en effet, on est dans une logique d'uniformisation des plateformes, uniformisation des tuyaux, comme tu dis, pour qu'à un moment tout soit simple et plus facile à opérer pour les acteurs du marché retail média. Frédéric, c'est quoi les écueils que permettrait de faire sauter cette démocratisation du self-service pour vous, pour vos clients? Alors, dans la plateformisation et le self-service, pour nous, il y a l'optimisation. C'est assez simple. C'est qu'on a accès à la donnée en temps réel et donc on peut agir sur la donnée. Alors que quand on passe par le partenaire, la régie, etc., il y a forcément des limites humaines à l'échange et puis il y a des points de vue qui peuvent être un peu différents sur l'activation et comment travailler. Pour
les retailers, c'est, je pense, commencer à travailler un peu plus à longue traîne. Donc, c'est offrir des inventaires qui certes sont pas encore très liquides et qui sont finis. Parce que ça, c'est important, c'est qu'un retailer a un inventaire fini et un univers de clients aussi qui est fini, à part s'ils ont une logique de marketplace. Et donc, ils vont pouvoir ouvrir et donc peut-être mieux valoriser aussi leurs inventaires à terme grâce au self-service. Parce que ce ne sera pas que des 440 ou des grosses PME industrielles qui pourront avoir accès, ça sera des plus petits industriels qui pourront aller chercher quelques clics sur quelques mots-clés, et c'est ça qu'offre la plateforme. Parce que le gré à gré, il faut le rappeler, c'est quand même des barrières à l'entrée, déjà en termes de budget. Alors, en termes de budget, pas tant que ça, c'est simplement c'est la complexité et à la fois faut connaître, faut appeler, faut facturer, etc., etc. Alors qu'une plateforme en self, c'est juste un customer care et une carte bleue. C'est quand même bien différent. Et puis au début, c'est le thème de la journée, il faut tester, quoi. Et avec un petit budget, en self-service, on peut tester hyper rapidement et on peut aller voir son boss pour lui dire « T'as vu, j'ai testé, ça a fait un petit uplift, on continue à jouer. » Alors que là, tout de suite, si on va aller voir un acteur qui a 50% du marché, on lui demande un petit peu d'inventaire, ça va être un peu compliqué pour accéder au marché. Alors qu'une plateforme, normalement, on peut commencer à jouer avec. C'est aussi un sujet pour les plus gros industriels, cette plateformisation et cette démocratisation du self-service. Parce qu'aujourd'hui, même s'ils ont les budgets et la bande passante, ça reste assez fastidieux de gérer une campagne retail média, des OI à la main. Alors, ce qui est fastidieux, c'est que le marché français, il est extrêmement fragmenté. Enfin, quand on parle de precision marketing, c'est assez simple. Il y a 3-4 plateformes. Hein. Et puis, il y a des golden rules créés par Google depuis 20 ans, enfin 10 ans. Il n'y a pas encore des golden rules pour chacune des plateformes. Donc, évidemment, plus de plateformes, ça va permettre plus d'uniformisation dans la méthode de travail. Pas forcément dans les KPI, parce que chaque retailer va un peu twister la manière dont il voit la performance, mais je pense qu'on va y venir. Hein. L'IAB, la MMA fait un gros travail là-dessus, mais ça va prendre du temps. Mais la plateformisation, ça permet d'unifier les méthodes de travail. Ça, c'est quand même quelque chose de clé. Il y a un point que vous avez évoqué, c'est le rapport entre la plateformisation et le développement des marketplaces chez les retailers. Vous expliquez que tant qu'en fait les retailers ne sont pas dans une logique de marketplace comme les Amazon, à la rigueur, c'est pas forcément un problème qu'ils ne soient pas plateformisés parce que la demande, elle est plutôt régulée en fait. Voilà. La première chose qui va déterminer les clients des régies des retailers, c'est quels sont leurs clients en retail tout court. Ils vont d'abord aller chercher des budgets chez leurs gros clients qu'aller chercher chez leurs petits clients. C'est normal. Et c'est la logique d'une régie, c'est de travailler par tiers. Et pour l'instant, les petits, ils n'ont pas besoin d'être adressés parce que généralement, les gros, ils remplissent déjà, enfin, ils ont déjà une très forte demande sur ces inventaires-là. Donc, en introduisant une logique de self-serve, ça va probablement créer un effet sur les CPM, sur les coûts d'achat vers le haut, mais ils n'en ont pas besoin pour l'instant parce qu'ils travaillent sur un univers fini. Gwenola, je vous voyais vouloir réagir à ce que disait Frédéric. Non, c'est vrai que sur la partie marketplace, ça c'est un enjeu de tous les retailers d'accélérer sur cette logique-là. Et la plateformisation, comme tu le dis, ça va leur permettre demain de donner accès en self-service à une capacité de mettre en place des campagnes hyper packagées. Alors plutôt au CPC qu'au CPM pour le coup, pour les marketplaces compte tenu de l'enjeu financier qu'il y a derrière. Et c'est dans ce cadre-là nous qu'on a racheté Mabaya l'année dernière. C'est justement pour permettre à des distributeurs d'accéder à cette long tail que sont les sellers. La plateformisation, elle a aussi un impact sur les compétences qui seront nécessaires autant côté régie que côté acheteur. Comment est-ce que Criteo se positionne là-dessus? Est-ce que vous avez comme le font Google et Facebook, des Criteo Preferred Partners? Vous avez une logique un peu d'évangélisation du marché là-dessus? Alors en effet, ouais. On a des experts dans nos équipes, je l'évoquais tout à l'heure, qui sont
très connaisseurs du retail de manière générale, de toutes les approches sell-in, sell-out. Aujourd'hui, on est tous formés en interne autour de ça. On a des compétences médias associées à des compétences retail. Et en parallèle de ça, on a lancé le mois dernier la Retail Media University, où on va justement mettre à disposition une certification, un programme de certification retail média qui va à la fois mettre en avant des connaissances retail, des connaissances autour de la plateforme, et on va en fin de parcours certifier l'expertise, la bonne maîtrise de la plateforme. Et je regarde Frédéric parce que ses équipes et Frédéric ont été certifiés la semaine dernière. Il a son diplôme, bravo. Il a son diplôme, exactement. Donc il a mis son petit badge sur LinkedIn, en effet, et il fait partie des premières agences en France à être aujourd'hui certifié. Puis on est assez fiers de ce programme parce qu'on l'a lancé donc, il y a 2 semaines, il me semble, et on a eu plus de 400 personnes qui se sont connectées au programme de certification dès les premières semaines de lancement. Donc on sait que c'est un moyen d'accélérer aussi la connaissance retail média à la fois chez les annonceurs et à la fois chez les agences. Nicolas, comment est-ce que vous procédez à l'évangélisation de vos clients à la plateforme d'Insight de Carrefour Links? On est en train de travailler de la même manière sur un programme de certification qu'on pourra dévoiler prochainement. Après, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a une dimension internationale qu'on est obligé de prendre en compte. On ne reste pas auto-centré sur nous-mêmes en France. On travaille pour 9 pays aujourd'hui au sein de Carrefour Links. Donc, mais il y a tout cet accompagnement déjà qu'on a en interne et dans la même logique de Gwenola, toutes les expertises qu'on peut avoir, tous les partenaires qu'on peut avoir, que ce soit des partenaires Carrefour, et où aujourd'hui, nous, on pousse les marques un maximum à s'appuyer sur leurs agences, à s'appuyer sur les ressources externes qu'on peut nous leur mettre à disposition, que leurs agences peuvent leur mettre à disposition, pour mieux comprendre, mieux accélérer et avoir un taux d'adoption entre guillemets des plateformes en interne qui est super important. Parce que sans faire les redites de ce qui a été dit tout à l'heure sur l'organisation, il y a besoin à un moment d'avoir une tête externe dans ces sujets-là qui puisse amener de la cohérence, du sens et s'assurer que l'ensemble est parfois un peu aligné. On en parlait tout à l'heure, en interne on peut se dire que tout roule et que tout va bien, mais du point de vue de l'extérieur, généralement le sentiment est peut-être pas toujours le même. Donc la vision externe apporte quand même à un moment beaucoup de sens et peut apporter beaucoup de liens dans ces sujets-là. Vous avez évoqué le fait que vous étiez présent dans 9 pays. On en est où de l'internationalisation de cette plateforme? Elle est présente aujourd'hui dans 9 pays. Donc on a l'Espagne, le Brésil, l'Italie, Pologne, Roumanie, Argentine. Est-ce que je vais en oublier un? Taïwan. Je les ai pas tous comptés, mais normalement je suis pas loin. Merci Gwenola. Belgique. L'Espagne, je l'ai dit normalement. Mais je prends. Voilà, donc c'est un point important pour nous d'avoir déjà une uniformité au niveau de la donnée qu'on va mettre à disposition. Aujourd'hui, toute la logique de nomenclature de données qu'on met à disposition dans cette plateforme est la même dans les 9 pays. Donc pour avoir une capacité côté industriel d'utiliser et de scaler les utilisations à la fois à un niveau local, mais surtout remonter tout ça à un niveau global. Parce que je ne fais pas les redites de la session tout à l'heure, mais entre le global et le local, il y a aussi des enjeux très très forts en termes de liens, d'organisation. C'est aussi pour ça qu'on a voulu mettre en place cette plateforme à un niveau, et toutes les offres d'activation, de mesures et autres sont également disponibles dans les 9 pays. Donc on travaille dans ce sens-là, avec la même logique d'adaptation de la plateforme, des logiques d'activation, des logiques de mesure en fonction des besoins, des compétences et des ressources disponibles côté marque industrielle. Vous avez des clients qui achètent beaucoup en télé, j'imagine. Est-ce que justement on peut imaginer des intégrations avec ce gros poste de dépenses pour les industriels? En effet, la télé reste un enjeu important, je pense, pour nous tous, parce qu'on a tous des clients qui investissent très massivement en télé aujourd'hui. On a aujourd'hui une solution de mesure de l'efficacité télé qui est disponible au sein de la plateforme. De la même manière, si les clients le souhaitent, c'est des choses qu'on peut intégrer. Donc, c'est une mesure avec LiveRamp sur laquelle on regroupe les données des 3 opérateurs nationaux. Donc il y a peu d'équivalents aujourd'hui sur cette partie-là, qui pour l'instant est seulement disponible en France. Il y a un travail à l'international qui est fait, mais oui, clairement, la télé, et quand on voit entre guillemets les prédictions d'essor de la télé segmentée, on se dit qu'on a des opportunités ou en tout cas des ambitions de développement sur ces sujets-là à court terme. Après,
sur à peu près toutes les innovations et tous les lancements. On va s'appuyer sur les marques et nos partenaires pour dicter les tempos, la vitesse à laquelle on a besoin d'y aller, comment on doit y aller avec eux. Voilà. Donc on va aussi construire ça avec les marques. Sur le volet activation, on peut imaginer un jour utiliser la data Carrefour Links pour créer des segments d'audience qu'on cible en TV segmenté, par exemple, sur les grandes chaînes. C'est une possibilité. Là, on a évoqué le use case mesure. L'activation, ça pourrait être aussi... Avec grand plaisir. Non, on n'a aucune barrière. S'il y a des barrières, elles seront peut-être technologiques, mais en tout cas, on fera ensemble de les détruire comme on a pu le faire avec d'autres. Mais clairement, ça peut faire partie des enjeux à très court terme. Est-ce qu'il y a des... Je retente ma chance. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, parce qu'on approche du terme de cette table ronde? Est-ce qu'il y a des... Non. Bon, je crois que je vais arrêter de poser cette question pour la prochaine. Hein. Une dernière petite question, peut-être pour vous, Frédéric. Il y a un sujet dont on n'a pas trop parlé, mais qui est hyper structurant pour les agences médias. C'est la disparition des cookies tiers qui va fortement impacter leur capacité à suivre et cibler des audiences sur l'open web. Dans ce contexte-là, j'imagine que les retailers ont une vraie carte à jouer, notamment via cette plateformisation. Parce que c'est vrai, quand on pense data comportementale, on pense Facebook, on pense Google. Les retailers ont énormément de données, pas de funnel. Et là, il y a une carte à jouer. Alors, effectivement, tous les industriels n'ont pas un très gros direct to consumer pour l'instant et donc passent par des retailers pour distribuer leurs produits. Et c'est eux qui ont, avec les données de vente, si elles sont digitalisées, on va pouvoir mesurer l'efficacité de l'ensemble des activations médias, que ce soit haut de funnel ou bas de funnel. Les retailers, ils ont une vraie carte à jouer pour se positionner là-dessus avec nous, parce qu'ils ont vraiment toutes les données. Ces données-là, elles sont très largement digitalisées et je pense qu'on va avoir une espèce de bataille entre le precision marketing via des plateformes des GAFA et l'accessibilité des données des retailers ou le retail média qui est on-site et off-site. Finalement, la frontière entre le retail média off-site qui allait chercher de la considération et de l'awareness sur la base de données retailer, ça va travailler en concurrence avec des solutions de awareness et de considération qui vont avoir de moins en moins de données pour pouvoir démontrer leur efficacité. Donc les retailers, ils ont un vrai enjeu de remonter le funnel via leurs données et le fait que les cookies disparaissent va leur offrir vraiment cette opportunité-là. C'est vrai qu'on voit aussi aujourd'hui des retailers faire des deals avec des médias pour justement avoir plus d'infos sur leur bassin d'audience. À l'avenir, les retailers pourraient venir, non pas supplanter, mais se mettre en complément en fait, des médias classiques, comme ça se fait beaucoup aujourd'hui, les second party data deals. Ouais, et si on prend même Amazon, ils ont remonté tout le funnel, ils créent leur contenu, ils sont vraiment end-to-end. C'est-à-dire qu'ils ont acheté la Ligue 1, ils ont acheté la Première Ligue, ils créent leur contenu et après, ils ont la donnée consommateur d'acheteurs. Donc ils vont de bout en bout. Il n'y a pas de raison que les retailers, alors je sais pas si qui lancent leur site média ou leur plateforme je SVOD. sais pas si Leclerc rachètera TF1, je vais pas me lancer là-dessus, mais la logique d'intégration pour créer des solutions de mesure vraiment intégrées, elle est là et je pense qu'elle va s'installer. Merci beaucoup à tous les trois pour vos témoignages.